À 19 ans, j'ai découvert une bosse à la base de mon cou. Mes parents l'ont caché et ont dit que je faisais semblant. 7 mois plus tard. Bonjour, mon nom est Altia, et à 19 ans, j'ai trouvé une grosseur à la base de mon cou. Je l'ai dit à mes parents. Ils ont dit que je faisais des histoires. Pendant 7 mois, ils ont appelé cela de l'anxiété, une recherche d'attention, juste une autre passade. Mais je ne faisais pas semblant. Ce qui fait plus mal que la douleur elle-même, c'est quand les personnes que vous aimez le plus décident que votre souffrance est un spectacle. Ils ont dit aux médecins de ne pas me faire de scanner, ont brûlé des rapports, se sont moqués de moi lors des dîners de famille, et le jour où je me suis effondré en public, ils ont quand même refusé de me croire. Pourquoi des parents feraient-ils cela? Que essayaient-ils si désespérément de cacher? Et quel dommage le silence peut-il réellement causer? Le matin où je l'ai remarqué pour la première fois, le monde était encore à moitié endormi. Le givre s'accrochait au coin de la fenêtre de la salle de bain comme s'il ne voulait pas lâcher prise. Je venais de sortir de la douche, la vapeur s'enroulait contre le miroir, mes doigts massant le shampoing sur mon cuir chevelu quand je l'ai senti. Une bosse étrange, petite et dure, juste au-dessus de la base de mon cou. Au début, j'ai pensé que c'était peut-être un bouton ou une contracture due à une mauvaise position de sommeil, mais ça ne ressemblait ni à l'un ni à l'autre. C'était plus profond, plus ferme. Quelque chose à ce sujet me donnait la chair de poule, bien que je ne puisse expliquer pourquoi. Je n'arrêtais pas de la toucher en séchant mes cheveux avec une serviette, ne sachant pas si je devais dire quelque chose. Je n'étais pas du genre à réagir de manière excessive. Du moins, je ne le pensais pas. Mais dans notre maison, l'inquiétude était souvent confondue avec du mélodrame. En bas, l'odeur de pain grillé brûlé flottait dans l'air. Papa était déjà à table avec la section des sports grande ouverte comme une barricade. Maman faisait défiler son téléphone, les yeux vides. J'ai pris une profonde inspiration et me suis glissé à ma place habituelle. Alors, j'ai trouvé quelque chose de bizarre ce matin, ai-je dit, en portant la main derrière mon cou. Il y a cette grosseur. Maman n'a même pas levé les yeux. C'est probablement juste un ganglion enflé. Ne tire pas de conclusion hâtive. J'ai essayé de sourire, balayant cela d'un petit rire. Oui, peut-être. C'est juste que ça semblait un peu différent. Papa a jeté un coup d'œil par-dessus son journal. Laisse-moi deviner, WebMD t'a dit que c'était en phase terminale. Je n'ai pas répondu. J'avais appris à présent que le sarcasme était leur forme de dérobade préférée. Au cours des jours suivants, j'ai continué à vérifier la grosseur en secret. Elle n'a pas disparu. En fait, elle semblait plus grosse, un peu plus prononcée chaque matin, comme si elle revendiquait discrètement son territoire. Je me réveillais avant tout le monde juste pour l'examiner dans le miroir, espérant que j'imaginais des choses. Mais elle était réelle, et elle grossissait. Le jeudi, alors que nous déchargions les courses de la voiture, j'en ai reparlé. Maman, la grosseur dont j'ai parlé, elle grossit. Elle n'a même pas scié. Arrête de chercher des trucs sur Google, Altia. Tu vas te provoquer une attaque. Je ne cherche rien sur Google, ai-je commencé. Mais papa m'a interrompu depuis le porche. On ne va pas recommencer avec ça, sérieusement? Tu te souviens de la facture des urgences de l'année dernière? 300 $ pour qu'un médecin nous dise que tu étais anxieuse. Sa voix était plus forte que nécessaire, comme s'il voulait que les voisins entendent. C'était l'automne dernier. J'y étais allé pour des palpitations cardiaques et un essoufflement. Il s'est avéré que c'était une crise de panique. Il m'avait fait sentir comme une criminelle pour avoir même demandé de l'aide. C'était différent cette fois. Je le savais. Mais leurs yeux disaient le contraire. Cette nuit-là dans mon lit, j'ai fixé le plafond et j'ai eu l'impression de sombrer. Peut-être que j'étais paranoïaque. Peut-être que j'en faisais trop. Encore une fois, je voulais le croire. Ça aurait été plus facile. Mais la grosseur continuait de grossir. Le mardi suivant, je pouvais la sentir quand je penchais la tête. Une petite pression, comme une pièce de monnaie appuyant sur un muscle. J'ai séché mon cours d'anglais de l'après-midi, pris le bus pour le centre-ville, et marché 3 pâtés de maison dans la neige jusqu'au dispensaire gratuit près de la bibliothèque. L'infirmière là-bas était gentille. Elle ne m'a pas fait sentir stupide d'être venue. Elle a appuyé doucement sur la zone et a hoché la tête. Il vous faut une échographie, a-t-elle dit. Peut-être plus d'imagerie, mais je commencerai par là. Son ton était ferme,
mais pas effrayant. Cela m'a donné de l'espoir. Pendant environ une semaine. Puis la facture est arrivée. Je l'ai trouvée glissée entre des publicités sur le comptoir de la cuisine, une enveloppe marquée Boulder Health Service. J'ai su instantanément ce que c'était. Mon cœur s'est serré. J'avais utilisé ma carte d'identité, pas l'assurance familiale, mais d'une manière ou d'une autre, il l'avait quand même envoyée à la maison. Ce soir-là, papa a claqué l'enveloppe sur la table de la cuisine comme une fusée de détresse. Bon sang, qu'est-ce que c'est que ça, Altia? J'ai essayé d'expliquer. Je voulais juste m'assurer que ce n'était pas. Alors, tu te faufiles dans un dispensaire et tu accumules d'autres factures? Tu crois que l'argent pousse sur les arbres? C'était 75 $, ai-je chuchoté. Il a ricané. 75 maintenant? Et après? Des examens d'imagerie par résonance magnétique? Des chirurgies? Tu penses qu'on va payer la note chaque fois que tu as un chatouillement dans la gorge? Maman regardait en silence, les bras croisés, sans croiser mon regard. Il s'est dirigé vers le réfrigérateur, a attrapé ses clés, et est revenu. Carte d'essence supprimée. Compte joint bloqué. Tu veux gaspiller de l'argent en drame? Gagne-le d'abord. Mon souffle s'est coupé. Il ne criait plus. C'était pire. La froide finalité dans son ton rendait clair que ce n'était pas seulement une question d'argent. Plus tard dans la soirée, je me tenais près de la fenêtre, regardant la neige s'accumuler sur les lampadaires. La cuisine derrière moi était sombre. Mes doigts touchaient distraitement la grosseur à nouveau. Toujours là, toujours en train de grossir. Je me suis souvenu de ce que l'infirmière avait dit sur la détection précoce, sur l'importance de ne pas attendre. J'ai pensé à l'échographie que je n'aurais peut-être pas, au scanner que je ne pourrais peut-être pas me payer, et à la facilité avec laquelle il m'étiquetait comme dérangé pour ne pas avoir à s'occuper de moi. Je n'ai pas pleuré. Pas à ce moment-là. Je suis juste resté là jusqu'à ce que mes orteils s'engourdissent. Parce que cette nuit-là, j'ai compris quelque chose que je n'avais pas voulu admettre auparavant, il n'allait pas m'aider. Et cela signifiait que je devais trouver comment m'aider moi-même. Je suis resté dans mon coin pendant les jours suivants, dérivant dans la maison comme quelqu'un qui avait abusé de son hospitalité dans sa propre vie. Je ne parlais pas beaucoup. Ni à mes parents, ni à mes collègues, ni même à l'infirmière qui a appelé et laissé un message pour programmer l'échographie. Je n'ai pas rappelé. À quoi bon? La carte d'essence avait disparu. Et avec elle, l'illusion que j'avais quelqu'un dans mon camp. À la place, j'ai commencé à noter les choses. Dans un carnet que je gardais sous mon matelas, j'ai commencé à suivre chaque symptôme, la douleur dans mon cou qui irradiait maintenant jusqu'à mon épaule. La sensation de resserrement quand je tournais la tête trop vite. La façon dont ma tête pulsait quand je me penchais en avant, comme si mon crâne essayait de se débarrasser de quelque chose. J'ai noté des dates, des heures, des choses que les gens disaient. Les mots de mon père résonnant en lettres capitales. Le drame ne paie pas les factures. L'insulte ne me piquait même plus. Elle s'était simplement installée comme une seconde peau. Marina, ma mère, a commencé à se déplacer différemment autour de moi. Elle ne me demandait jamais comment j'allais, mais elle me jetait des coups d'œil quand elle pensait que je ne la regardais pas, ses yeux se plissant. Je la surprenais à plier le linge plus lentement que nécessaire, comme si elle écoutait quelque chose de non dit. La grosseur n'avait pas diminué. Au contraire, elle était devenue plus définie, plus facile à sentir quand je penchais légèrement la tête, mais j'ai arrêté d'en parler. Je portais mes cheveux lâchés tous les jours, parfois superposés avec une écharpe. Je suis devenu doué pour avoir l'air bien, pour être agréable, souriant quand on me parlait, riant quand on s'y attendait. La performance est devenue une sorte de seconde nature, comme une mémoire musculaire. Un samedi soir, alors que les derniers rayons de soleil striaient le carrelage de la cuisine, je suis entré pour faire du thé. Marina était assise dans le salon, les pieds repliés sous elle, un verre de Pinot Grigio à moitié vide posé sur la table basse. La cheminée était allumée, plus pour l'ambiance que pour la chaleur, mais sa lueur vacillait sur le parquet poli. « Altia, dit-elle, son ton d'un calme troublant. Viens t'asseoir. » J'ai hésité. Sa voix ne portait aucune tension, aucune agressivité, et cela me rendait méfiante. Je me suis déplacé vers le causeuse en face d'elle. Elle tenait quelque chose dans sa main. Mon estomac s'est noué. C'était le rapport du dispensaire, l'imprimé que j'avais plié et caché dans mon vieux manuel d'économie sous mon lit. Elle avait dû fouiller ma chambre.
Tu as gardé des secrets, dit-elle en faisant tourner lentement son vin. Je ne voulais juste pas d'une autre dispute, ai-je répondu, à peine plus fort qu'un murmure. Elle a souri, les lèvres pincées, un sourire vide. Tu as toujours eu un don pour le mélodrame. J'ai ouvert la bouche pour me défendre, mais elle a levé la main. Tu penses que ça, elle a brandi le papier, ça aide? Que d'apporter plus de peur dans cette maison est noble, altruiste? J'ai cligné des yeux. La peur? Tu empoisonnes cette famille avec de l'anxiété, dit-elle, la voix plate. Et je ne le permettrai pas, elle s'est levée, s'est approchée de la cheminée et, sans prévenir, a laissé tomber le rapport dans les flammes. J'ai fait un bond en avant instinctivement, mais c'était trop tard. Les bords se sont enroulés instantanément, l'encre s'effaçant à mesure que la chaleur la consumait. Un coin a flotté brièvement avant de se désintégrer complètement. Tu n'as pas à contrôler cette maison avec ta paranoïa, dit-elle calmement, en brossant un duvet invisible de son pull. Encore un coup comme ça et je considérerais que c'est un appel à l'aide d'ordre psychiatrique. Elle n'a pas attendu de réponse, a juste tourné les talons et s'est éloignée dans le couloir, son verre de vin toujours à la main, comme si elle ne venait pas de détruire le seul document que j'avais. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. Mon esprit tournait, non pas de peur, mais de clarté. Cette grosseur n'était pas la seule chose qui grandissait. Il y avait aussi l'espace entre ce dont j'avais besoin et ce qu'ils étaient prêts à donner. Le dimanche s'est passé sans incident. Je suis resté principalement dans ma chambre, les écouteurs sur les oreilles, prétendant étudier. Le lundi matin est arrivé, et j'ai noué une écharpe serrée autour de mon cou avant de partir pour mon service à la librairie. Au travail, j'ai souri, j'ai dit à Linda que c'était juste une contracture musculaire, j'ai dit à mes collègues que j'avais mal dormi, je me suis dit que je pouvais tenir le coup jusqu'à ce que je sache quoi faire ensuite. Je n'en ai plus parlé à la maison. Au dîner, j'ai demandé des nouvelles du temps, j'ai commenté les lasagnes, j'ai ri quand papa a raconté une histoire de son bureau. J'ai joué le rôle, et personne n'a remarqué la différence parce que j'avais répété pour ce rôle toute ma vie. Mais en privé, j'écrivais. Chaque nuit, j'ouvrais ce même carnet, maintenant caché derrière un panneau dans mon placard, et j'ajoutais à la liste croissante. 24 janvier, douleur vive en tournant à gauche. 27 janvier, engourdissement du bout des doigts de la main droite. 30 janvier, Marina a brûlé le rapport. Témoin, aucune excuse, aucune reconnaissance. J'ai scanné les reçus, collé le bordereau de rendez-vous du dispensaire, toujours froissé mais lisible. Même le message vocal je l'avais sauvegardé. La voix douce de l'infirmière disant « Nous vous recommandons vraiment de venir pour une imagerie bientôt ». Une nuit, en relisant la liste, je me suis arrêté sur une seule phrase et je l'ai réécrite encore et encore jusqu'à ce que l'encre traverse la page. La prochaine fois qu'ils me regarderont dans les yeux, je veux qu'ils voient les cendres. Au milieu de la semaine, la tension dans la maison s'était installée dans un étrange silence répété. Je faisais les choses machinalement, comme un fantôme. Silencieuse, mesurée, calculée. La douleur dans mon cou pulsait à un rythme régulier, un rappel que quelque chose en moi changeait, que quelqu'un le veuille ou non. Ce jeudi matin-là, alors que je passais mon manteau sur mes épaules pour aller travailler, Marina est apparue dans l'embrasure de la porte de la cuisine, tenant une housse à vêtements avec 2 doigts comme si elle pouvait tacher son chemisier. Et c'est ça après le travail. Le dîner de ton grand-père est samedi. Tu devras avoir l'air présentable. J'ai fait une pause, la main sur la porte. C'est obligatoire? Son ton s'est durci. Il fête ses 80 ans. Nous prendrons des photos. J'attends de toi que tu souris. Je ne suis pas sûr d'être d'attaque, ai-je répondu prudemment. Elle n'a pas haussé la voix. Elle n'en avait pas besoin. Alors fais comme si tu l'étais. Je n'ai pas discuté. Je suis juste parti. Samedi est arrivé vite, drapé de neige fraîche et d'un froid qui s'infiltrait sous la peau, peu importe le nombre de couches que vous portiez. La maison bourdonnait de préparatifs. Marina avait mis la radio de la cuisine, réglée sur du vieux jazz, fredonnant en coupant des citrons pour les verres d'eau comme si nous recevions la royauté. En fin d'après-midi, elle m'a tendu une longue robe couleur vin. Elle était élégante, à col haut, et clairement conçue pour couvrir ma grosseur. Cheveux lâchés, pas de chignon, m'a-t-elle ordonné, sans lever les yeux de l'eyeliner qu'elle appliquait dans le miroir du couloir. Et porte une écharpe. Pas un de ces trucs tricotés monstrueux, celle en soie. Dans le miroir de la salle de bain, je me suis regardé et j'ai à peine reconnu mon reflet. Le tissu me collait de toutes les manières que je ne voulais pas.
Mes cheveux tombaient sur mes épaules comme un rideau. L'écharpe en soie, soigneusement drapée, complétait l'illusion. De l'extérieur, j'allais bien, mais ma peau me démangeait sous chaque fil. Nous sommes arrivés chez mon oncle juste après 18 heures. L'endroit était chaleureux, bruyant, et rempli de l'odeur de rôti de bœuf et de bougies. Des dizaines de membres de la famille que je n'avais pas vus depuis des mois se saluaient avec une joie stridente et de longues étreintes forcées. J'ai trouvé une place au bout de la table à manger. La lumière du lustre au-dessus jetait une lueur chaude sur les nappes, mais la nausée avait déjà commencé à s'installer. J'ai posé une main sur mon estomac, espérant que personne ne le remarque. « Tu as l'air mince, ma chérie », a commenté ma tante Marlène, « Oui », une autre, de l'autre côté de la table. Avant que je puisse répondre, la voix de ma mère a coupé en douceur. Altia surveille juste ses glucides ces derniers temps. J'ai fixé mon assiette. Mon père a gloussé de l'autre bout. On a élevé toute une génération de fleurs de verre. Incapable même de rester assise pendant un dîner sans se flétrir. La pièce a ri. Pas moi. À mi-chemin du plat principal, je me suis levé, marmonnant quelque chose sur le besoin d'aller aux toilettes. Ma tête tournait, et chaque pas semblait être une marche dans la mélasse. J'ai tourné le coin vers le couloir, et tout est devenu flou. La chose suivante que je sus, c'est que je m'agrippais au mur, essayant de rester debout. Altia, a sifflé la voix de ma mère. Un instant plus tard, elle est apparue, m'attrapant le coude et me guidant dans un débarras voisin. La porte s'est refermée avec un déclic derrière nous. Son visage était tendu, contrôlé. « Tu dois te ressaisir. » J'ai légèrement vacillé, le souffle court. « J'essaie. »« Je ne me sens pas, ça m'est égal, » a-t-elle dit. « Souris ou pars. Je ne te laisserai pas ruiner le nom de cette famille pour un de tes épisodes. » Ma voix s'est brisée. « Tu te soucies plus des apparences que de ma vie. » La gifle est venue si vite que je ne l'ai enregistrée que lorsque ma joue a brûlé. Ce n'était pas fort, juste précis. Mes oreilles ont sonné. Elle a redressé son écharpe, ajusté le bracelet à son poignet. « Essuie ton visage, arrange ton rouge à lèvres, et retourne à ta place ou pars maintenant et ne reviens pas, je suis parti. » Je n'ai pas dit au revoir. Je n'ai pas attendu qu'on me ramène. J'ai marché les 3 kilomètres jusqu'à la maison avec des talons fins et une robe qui me collait aux côtes comme un secret. Le vent me mordait les jambes, mais le froid était plus facile à supporter que de rester assise un instant de plus à prétendre que j'étais quelqu'un que je n'étais pas. 2 jours se sont écoulés avant que je puisse prononcer plus d'une phrase à la fois. Je suis resté dans ma chambre, les écouteurs sur les oreilles, laissant Billie Holiday me ramener à quelque chose qui ressemblait au calme. Le mardi matin, juste après avoir sorti les poubelles sur le trottoir, j'ai remarqué un bout de papier qui dépassait du côté de la boîte aux lettres. Il n'était pas plié comme une publicité, et il n'y avait pas de timbre, juste mon nom en écriture cursive tremblante. J'ai regardé autour de moi, personne en vue. La neige bordait les trottoirs comme un cadre. J'ai sorti la lettre avec précaution, la dépliant lentement. J'ai vu ce qui s'est passé à la fête, commençait elle. J'étais infirmière. Cette grosseur n'est pas normale. Si tu as besoin d'aide, frappe à la porte verte en face de la tienne. Maison 24. Il n'y avait pas de nom, juste le numéro de la maison. Mes mains tremblaient, non pas de froid, mais de quelque chose de plus vif. Le sentiment que quelqu'un m'avait vu. Vraiment vu. Je suis resté là longtemps, la lettre chaude dans ma poche, mon cœur battant plus fort que le vent. J'ai gardé le mot plié dans un tiroir à chaussettes, coincé entre de la laine épaisse et une vieille carte d'anniversaire de ma tante. Je ne le regardais pas tous les jours, mais je savais qu'il était là. Comme une bougie que je n'avais pas encore allumée. Je n'étais pas prête. Pas encore. La semaine s'est écoulée péniblement. Les heures de travail se sont confondues, et la grosseur pulsait avec un rythme sourd et constant. Je portais des écharpes tous les jours, même à l'intérieur, prétextant que le froid me dérangeait. C'était plus facile que d'expliquer la vérité, plus facile que d'affronter les conversations que je savais sans issue. La mi-février avait apporté un froid implacable à Boulder, et le samedi est arrivé recouvert d'une douce couche de neige qui scintillait à la lumière du matin. Je suis arrivé tôt à la librairie, les clés cliquetant et les doigts gantés alors que je déverrouillais l'entrée principale. Le monde semblait immobile, comme s'il retenait son souffle. J'ai approvisionné le réfrigérateur du café, essuyé le comptoir avant, puis je me suis dirigé vers la section des romans pour remettre en rayon les retours. Vers 10 heures,
de légères averses de neige ont commencé à tomber devant les vitrines, dansant entre les voitures qui passaient et les piétons emmitouflés. À 11 heures, le mal de tête est revenu. Pas un mal de tête aigu, plutôt une pression qui montait progressivement derrière mon œil gauche. J'ai cligné des yeux plusieurs fois, espérant qu'il s'estomperait. Ce ne fut pas le cas. J'ai levé la main pour ajuster mon écharpe et j'ai senti une décharge de douleur descendre le long de mon cou. Mes genoux se sont bloqués. Je me suis stabilisé contre la bibliothèque, m'agrippant à l'étagère jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. Altia, la voix de Linda flotta depuis la caisse. Je vais bien, ai-je répondu. Juste besoin d'une seconde. Mais je n'allais pas bien. Mon équilibre a chancelé. Le sol sous moi semblait s'incliner, et avant que je puisse parler à nouveau, la lumière au-dessus de ma tête s'est fracturée en 1000 points tourbillonnants. J'ai tendu la main vers quelque chose, n'importe quoi, mais ma main a rencontré le vide. Puis tout s'est dérobé sous moi. La chose suivante que j'ai enregistrée, c'était le froid. Pas seulement le froid, mais un froid mordant et humide s'infiltrant dans mon manteau, ma robe, ma peau. J'étais dehors. Comment étais-je arrivé dehors? Il y avait des voix. Des bruits de pas crissant sur la neige. Quelqu'un criant, appelait le 911. Une autre voix, plus proche de mon oreille. Madame, vous m'entendez? J'ai essayé de parler, mais ma bouche n'a pas répondu. Je n'étais pas seul. Pour la première fois depuis des mois, les gens se déplaçaient pour moi. Pas loin de moi, pas contre moi, mais vers moi. La main d'une femme a trouvé la mienne, chaude et sûre. Tout va bien se passer. Restez avec moi. Le hurlement de la sirène de l'ambulance est arrivé comme une bouée de sauvetage. Faible au début, puis plus proche. Le ciel au-dessus de moi est devenu flou, s'est grisé, s'est tordu, puis j'étais de nouveau parti. Quand j'ai repris connaissance, des néons clignotaient au-dessus de ma tête. Une odeur antiseptique remplissait mon nez. J'étais allongé sur un brancard d'hôpital, partiellement relevé, des fils partant de mon bras vers un moniteur à proximité. J'ai essayé de tourner la tête, mais la douleur a surgi instantanément. La grosseur était plus chaude que jamais. Un bip doux a ramené mon regard sur le côté juste au moment où une infirmière entrait, un porte-bloc à la main. Mais il n'y avait pas qu'elle. Mes parents étaient là. Ma mère se tenait près du pied du lit, les bras croisés, les lèvres pincées dans cette expression familière de déception. Mon père se tenait près de la fenêtre, parlant à un homme en blouse. Elle a des antécédents, disait Marina. Exagération émotionnelle. C'est déjà arrivé. J'ai ouvert la bouche, mais ma gorge était trop sèche pour parler. L'infirmière semblait incertaine. Elle s'est effondrée en public. Il y a une trace d'une note de dispensaire précédente recommandant une imagerie. Mon père est intervenu. Nous aimerions retarder les tests supplémentaires. Elle a eu des épisodes d'anxiété par le passé. Nous ne voulons pas qu'elle soit exposée à des examens inutiles sans un deuxième avis. Je ne me suis pas évanoui, ai-je chuchoté, à peine audible, mais personne ne s'est retourné. Personne n'a regardé. Le protocole a été suivi. J'ai été admise pour observation, fluide et analyse sanguine de base. L'imagerie a été refusée. Ils m'ont laissé sortir 3 heures plus tard avec un diagnostic de fatigue et de déshydratation. Pas de scanner, pas de réponse. De retour à la maison, Marina a fermé la portière de la voiture d'un mouvement ferme. Elle n'a pas parlé avant que nous soyons à l'intérieur. Je ne veux plus d'une autre scène comme celle-là, dit-elle en enlevant son manteau. Te rends-tu compte à quel point c'était humiliant? T'effondrer comme ça devant tout le monde, encore. Je me suis assise sur le canapé, la tête battante. Je ne me suis pas effondré exprès. Sa voix s'est durcie. Tu donnes l'impression que cette famille est instable. Si tu as besoin d'attention, dis-le, mais ne joue pas à des jeux avec les hôpitaux. Je me suis détourné. Cette nuit-là, longtemps après que la maison se soit tue, je me suis assise en tailleur sur le sol, ouvrant le tiroir à chaussettes. J'ai tenu à nouveau la lettre de la maison 24, relisant les mots tremblants sous la lueur de la lampe. Quelqu'un avait vu. Quelqu'un m'avait cru. Et pourtant, je n'y étais pas allé. J'ai posé la lettre sur la table de chevet et j'ai sorti mon carnet du placard, tournant les pages remplies de symptômes, de dates, de phrases entendues. Sur une nouvelle page, j'ai écrit en lettres capitales, plan B. En dessous, une seule phrase, ils ne veulent pas que j'aille mieux. Je n'ai pas attendu longtemps.
2 matins après avoir griffonné plan B dans mon carnet, je me suis réveillé avec une nouvelle vague de nausées qui m'a submergé avant même que je ne balance mes jambes hors du lit. Mon équilibre était pire. J'avais toujours senti que quelque chose n'allait pas en moi. Mais maintenant, c'était comme si mon propre corps n'avait plus le temps de chuchoter et avait commencé à crier. À midi, le vertige s'était intensifié au point que je ne pouvais plus faire semblant. Je rangeais des livres au travail quand ma vision a commencé à se rétrécir. Je me suis agrippé à l'étagère pour me stabiliser, clignant rapidement des yeux. Mais les mots sur les dos des livres se sont brouillés comme des aquarelles. Ma responsable, Linda, l'a remarqué immédiatement. « Tu n'as pas l'air bien, dit-elle doucement. Tu veux que j'appelle quelqu'un ?» J'ai secoué la tête. « Non », ai-je chuchoté, reprenant mon souffle. « Mais je crois que je dois retourner aux urgences. » Elle n'a pas posé de questions. À 14 heures, j'étais dans un fauteuil roulant, enveloppé dans une fine couverture d'hôpital, poussé dans un couloir qui sentait le désinfectant et le café rassis. Ma mère était déjà dans la salle d'attente quand on m'a amené. Mon père est arrivé 15 minutes plus tard, parlant au téléphone d'un retard de fournisseur à son bureau, semblant plus agacé par une livraison que par moi. Quand on m'a déplacé dans une salle de triage, je pouvais les entendre se disputer tranquillement derrière le rideau. « Vous avez dit qu'elle s'est encore évanouie ?» a demandé une infirmière. Le ton de ma mère était répété. Elle a ses épisodes. C'est toujours dramatique mais jamais sérieux. Elle réagit de manière excessive. Une exagération émotionnelle. C'est de famille. L'infirmière a marmonné quelque chose en réponse, puis s'est glissée derrière le rideau. « Vous êtes Altia ?» J'ai hoché la tête faiblement. « Oui. Le docteur Chen sera avec vous sous peu. » Ce nom s'est coincé dans ma poitrine. Quand il est entré, je l'ai reconnu immédiatement. Grand, la voix douce, les lunettes glissant légèrement sur l'arête de son nez. Ses yeux ne m'ont pas survolé comme la plupart des autres. Ils se sont posés doucement, mais sont restés. « Bonjour, je suis Elias Chen », a-t-il dit. Interne en neurologie. Je vais m'occuper de vous. Il s'est présenté à mes parents avec le même ton poli, mais j'ai vu le changement subtil dans son regard quand mon père a interrompu sa présentation pour lui rappeler que nous n'avions pas autorisé d'imagerie. « Oui, je comprends », a dit le docteur Chen calmement. « Laissez-moi vérifier quelques petites choses d'abord. » Une fois dans la salle d'examen, il a tiré le rideau et a fait un geste vers le lit. J'y suis monté lentement. Il s'est lavé les mains, a enfilé des gants et a commencé son examen sans bavardage. Quand il a appuyé légèrement près de la base de mon crâne, j'ai grimacé involontairement. Ses yeux se sont levés. « Trop fort ?» a-t-il demandé. J'ai hoché la tête. Vertige ? Nausée ? Les deux ? Il a fait une pause. Voulez-vous me parler en privé ? Mon souffle s'est bloqué. J'ai de nouveau hoché la tête. Juste une fois. Il n'a pas bronché. Donnez-moi quelques minutes. Il est sorti. Je l'ai entendu demander poliment à mes parents de lui laisser un peu d'espace pour un examen neurologique. Ça a marché. Leurs voix se sont estompées. Puis la porte s'est refermée en un clic. Dans cette pièce, avec seulement le bourdonnement des néons entre nous, il a tiré une chaise. « Je vais vous poser quelques questions », a-t-il dit. Mais sa voix n'était pas clinique. Elle était calme, personnelle. Je ne l'ai pas regardée en chuchotant, il y a une grosseur. Elle est derrière mon cou. Il ne me laisse pas la faire examiner. Il est resté silencieux pendant quelques secondes. Depuis combien de temps ? 7 mois. Il a pris une lente inspiration. Vous n'avez eu aucune imagerie ? Ils disent que c'est dans ma tête. Il n'a pas répondu avec pitié. Il n'a pas commencé à taper sur un dossier. Au lieu de cela, il s'est légèrement penché en avant. Vous n'avez pas besoin de permission pour être prise au sérieux, a-t-il dit. Les mots sont restés en suspens comme une bouée de sauvetage. Cette nuit-là, on m'a donné une chambre dans l'aile d'observation, soi-disant pour hydratation et surveillance. Mais je savais mieux. C'est le docteur Chen qui m'a gardé plus longtemps, qui a demandé un examen d'imagerie par résonance magnétique de sa propre initiative, codé pour compromission neurologique avec symptomatologie progressive. Cela s'est fait en silence. Pas d'annonce, pas d'intervention parentale. Le technicien n'a pas posé de questions. Ils m'ont glissé dans la machine, la tête immobilisée,
la surface froide bourdonnant sous moi. Pendant près de 30 minutes, je suis resté immobile, écoutant les clics et les vrombissements de la machine, le rythme des données gravées dans la certitude. Quand ce fut terminé, on m'a sorti, aidé à retourner dans la chambre. Ils m'ont dit que quelqu'un examinerait les résultats sous peu. Le docteur Chen est arrivé plus tard dans la soirée. Les lumières étaient tamisées. Mes parents étaient sortis prendre un café. Il n'a pas dit grand-chose, a juste roulé un moniteur, ajusté l'écran et l'a tourné vers moi. C'était là. Avant même qu'il ne parle, je l'ai vu, une masse sombre, indubitable, grandissant comme une ombre contre le contour pâle de mon tronc cérébral. Il a pointé doucement le bord. C'est la grosseur que vous avez mentionnée. Je l'ai fixée, le cœur battant. Elle compresse vos structures cérébrales inférieures. C'est pourquoi vous avez des vertiges. Pourquoi vous vous êtes évanoui. Pourquoi vous avez mal. Ma gorge s'est nouée. Vous ne simuliez rien, a-t-il dit. Et maintenant, nous agissons. Des larmes ont coulé silencieusement sur mes joues, mais je ne pleurais pas de peur. Je pleurais parce que finalement, enfin, il y avait une preuve. Je l'ai regardé et j'ai souri. La voix rauque mais claire. Alors, commençons. C'était un jeudi matin quand le message est arrivé. J'étais assise à mon bureau dans le coin études, les jambes repliées sous moi, une main tournant distraitement les pages d'une revue de neurologie que le docteur Chen avait signalée à mon attention. Mon surligneur planait sur une section concernant les migraines vestibulaires, quelque chose sur le chevauchement diagnostique, et je commençais juste à prendre des notes en marche quand mon téléphone a vibré. Je l'ai ignoré au début. Bruit de fond. Puis il a vibré à nouveau, plus longtemps cette fois. Un mémo vocal. L'expéditrice, Nor, ma jeune cousine, 16, peut-être 17 ans maintenant. Elle n'envoyait jamais de messages sans raison. Nor existait en marge des drames familiaux. Assez proche pour les voir. Assez distante pour ne pas s'y noyer. Et cette distance lui donnait quelque chose que j'avais appris à apprécier, la perspective. J'ai attrapé le téléphone, l'ai retourné et j'ai appuyé sur lecture. Au début, tout ce que j'entendais était un brouhaha ambiant, des couverts qui s'entrechoquaient, des rires provenant d'une autre pièce. Puis, superposé au bruit, j'ai entendu autre chose. Une voix, familière, tranchante, indubitablement la sienne. Ma mère. Si tu la laisses penser que c'est réel, ça devient réel. Les mots étaient enrobés de condescendance mielleuse, contrôlés, répétés, le ton qu'elle réservait au dîner et à l'inquiétude hypocrite. Puis une autre voix, masculine, avec un rictus dans sa cadence. Griffin, mon oncle. Elle pense qu'elle a une tumeur maintenant. La semaine prochaine, ce sera une maladie cardiaque. Des rires ont suivi, légers, insouciants, cruels. Je suis resté immobile, pas stupéfaite, pas choqué, juste très, très immobile. L'audio s'est terminé, mais il continuait de résonner dans mes oreilles comme quelque chose qui refusait de mourir en silence. Et le plus étrange, c'est que je n'ai pas pleuré. Pas cette fois. Je l'ai réécouté, plus lentement, en faisant des pauses entre les phrases, laissant chaque mot s'imprégner. Non pas parce que je ne comprenais pas ce qu'il disait, mais parce que je comprenais enfin. Parce qu'il n'y avait aucune ambiguïté ici. Aucune marge laissée à une mauvaise interprétation. Aucun coussin de bénéfice du doute. Il ne m'avait pas mal comprise. Il m'avait nié. J'ai transféré le fichier au docteur Chen en quelques minutes, puis à Rena, mon défenseur des patients à l'hôpital. Je n'ai pas inclus de commentaires. Je n'ai pas demandé leur avis. Je l'ai juste envoyé parce que je n'avais pas besoin de validation. J'avais besoin qu'ils voient ce à quoi j'avais été confronté. Ensuite, j'ai ouvert mon ordinateur portable et créé un nouveau dossier sur le bureau, je ne simulais pas preuve. À l'intérieur, j'ai tout mis, mes scans, mes analyses de sang, mes notes de diagnostic, des transcriptions de mon journal personnel de conversation qui n'avaient jamais été consignées dans les dossiers médicaux. J'ai téléchargé le mémo vocal avec les métadonnées. Des reçus scannés du dispensaire gratuit que j'avais visité quand mon assurance avait expiré. Des chaînes de courriel avec date et horodatage. Mon journal de symptômes, enregistré avec précision, codé par couleur selon l'intensité. Il ne s'agissait plus de mendier des soins. Il ne s'agissait plus de plaider pour de l'empathie. C'était de la documentation à usage légal, pour la protection, pour la preuve. Ce soir-là, mes parents se sont présentés pour mon suivi avec le docteur Chen, sans y être invités.
Je les ai rencontrés dans le hall de l'hôpital, debout près des fauteuils en faux cuir bleu à côté du bureau d'accueil. Marina, ma mère, m'a repéré la première. « Nous allons monter avec toi », a-t-elle dit, se dirigeant déjà vers les ascenseurs. « Non », ai-je répondu. Elle a cligné des yeux, confuse. « Quoi ? Vous ne montez pas avec moi ?» Son ton s'est aiguisé comme une lame de couteau soudainement dégainée. « Tu ne fais pas les règles, Althia. » « Il ne s'agit pas de « vous avez fait votre déclaration », ai-je dit, d'une voix ferme. « Maintenant, c'est mon tour. » Elle a reculé d'un demi-pas. Mon père se tenait à côté d'elle, silencieux, immobile. Le docteur Chen est arrivé juste à ce moment-là. Il leur a jeté un coup d'œil, puis à moi. J'ai hoché la tête. Il n'avait pas besoin de plus de contexte. Dans la salle d'examen, c'était comme si quelque chose dans l'air avait changé. Pas de la tension, la vérité. Ayant enfin l'espace pour respirer, il m'a tendu un papier du service juridique de l'hôpital. Un contact, quelqu'un pour les patients qui pensaient avoir subi une négligence systémique. J'ai pris le papier et je l'ai plié une fois, puis deux. Je n'ai pas hésité. 2 jours plus tard, j'ai revu Rena, mais cette fois, ce n'était pas seulement pour une défense. C'était pour une déposition. Nous étions assises dans son petit bureau, niché au bout du couloir. Les stores étaient baissés, la lumière du soleil se répandant doucement sur son bureau. Ses yeux ont parcouru les imprimés que j'avais apportés, la clé USB que j'ai fait glisser sur la surface. Ils ont délibérément bloqué l'accès à vos soins, dit-elle doucement. Je n'ai pas scié. Cet enregistrement ajoute une dimension différente. J'ai hoché la tête une fois, calmement. Il y en a plus, ai-je dit. Tout est organisé par date. Elle a fait une pause, me regardant plus longtemps que d'habitude. Vous vous êtes préparé à ça? Non, ai-je répondu, ma voix claire. J'ai survécu. C'est différent. Ce soir-là, j'ai sauté le dîner. Je suis resté dans ma chambre, la lumière du plafonnier éteinte, les écouteurs sur les oreilles. J'ai relu la transcription que j'avais tapée de l'audio, chaque mot espacé clairement sur la page, chaque phrase imprimée sur sa propre feuille, recto, centrée, non pas pour le drame, pour l'impact, pour la vérité. Je les ai placés dans une enveloppe en papier craft, marquant le recto à l'encre permanente noire, pour le jour où ils ont essayé de tout nier. Je l'ai enfermé dans le tiroir de mon bureau, non pas pour la vengeance, pour le souvenir, pour la justice. À 21h12, mon téléphone a de nouveau vibré. Nor, ça va? J'ai fixé son message, puis j'ai répondu, je vais plus que bien. Merci. Cet enregistrement, tu ne sais pas ce que ça a signifié. Sa réponse est venue rapidement. Je pense que si, mais sois prudente. Il parle. J'ai fixé ces mots. Il parle. Bien sûr qu'il parlait. J'ai fermé la conversation. Je suis retourné à l'écran, j'ai ouvert le fichier audio une fois de plus, je l'ai laissé remplir mes oreilles. Non pas pour me faire du mal, non pas pour me hanter, mais pour me le rappeler. Ce n'était jamais mon imagination. Ce n'était pas de l'anxiété. C'était réel. J'ai sauvegardé une autre copie sur un disque dur externe, puis une autre sur un stockage en nuage. J'ai étiqueté chaque version avec la date et l'heure. Puis j'ai sorti une deuxième clé USB et je l'ai placée dans la boîte sous mon lit, celle étiquetée « Urgence ». À l'intérieur se trouvaient mes directives médicales, mes copies de cartes d'identité, et maintenant ceci. Je me suis assise sur le sol pendant un moment, sans rien faire, juste en respirant. Puis j'ai chuchoté à voix haute, non pas pour le drame, non pas pour l'écho, mais pour la clarté. Maintenant, ils n'ont plus le droit de parler pour moi. Et je le pensais. Pour la première fois, je n'avais pas besoin de défendre ma voix. J'avais juste besoin de l'utiliser. Et je le ferai, délibérément, irréfutablement, sans excuse. Une page, un fichier, une vérité à la fois. La réaction violente n'a pas tardé à se manifester. C'est rarement le cas lorsque le silence est la monnaie d'échange préférée de votre famille et que quelqu'un comme Nor ose le briser. C'est un dimanche après-midi qu'elle a appelé. Je venais de finir de plier le linge, regardant la vapeur s'échapper de la tasse à côté de moi, quand son nom s'est allumé sur mon téléphone. J'ai répondu rapidement, mais je ne m'attendais pas au son qui m'a accueilli, brut, sanglotant, à moitié étouffé. Ils m'ont acculé au brunch, a-t-elle chuchoté entre deux respirations tremblantes. Ta mère est Griffin,
Ils ont dit que j'avais truqué l'enregistrement. Je me suis redressé. Ils ont fait quoi? Ils ont dit que j'avais manipulé le fichier, que je propageais du poison dans la famille et mon père. Il est furieux. Il a dit que je nous avais mis dans l'embarras. Ma poitrine s'est serrée. Nor, tu n'as rien fait de mal. Elle a pris une inspiration, essayant de se calmer. Ils veulent que je m'excuse publiquement. Que je dise que c'était une erreur, que j'avais mal compris ce qui avait été dit. Qu'est-ce que tu leur as dit? Une pause. Puis, plus fort. Je leur ai dit, vous ne protégez pas une famille. Vous protégez des mensonges. J'ai fermé les yeux un instant, submergé par une vague de fierté et de chagrin. Elle avait à peine 16 ans, et elle se tenait plus droite que des adultes qui auraient dû savoir mieux. Je suis vraiment désolé, ai-je dit. Ne le sois pas. Je savais ce que je faisais. Sa voix s'est encore affermie, comme si sa peur s'était transformée en clarté en plein appel. Mais tu dois être prudente. Il parle de prendre les devants, d'essayer de contrôler le récit. C'est comme ça qu'ils l'ont formulé. Bien sûr, qu'ils le faisaient. Après avoir raccroché, je suis resté assise en silence, écoutant le bourdonnement du sèche-linge. La même machine qui avait fait tourner mes chemises pendant des années sonnait maintenant comme un tambour de guerre dans une maison silencieuse. Nor ne méritait pas d'être celle qui encaissait les coups pour la vérité. Mais son courage a mis en lumière quelque chose de plus profond. Le temps du silence était révolu. 2 jours plus tard, alors que le soleil de l'après-midi plongeait derrière l'auvent de la librairie, je suis sorti de mon service pour trouver l'infirmière Rena qui attendait près du banc de l'arrêt de bus. Elle n'était pas en blouse aujourd'hui. Juste un jean, un coupe-vent, ses cheveux ramenés en une tresse lâche. Je me suis approché prudemment. Est-ce que quelque chose ne va pas? Elle a souri, d'un air doux mais sérieux. Non, mais j'ai quelque chose pour toi. Elle a fouillé dans son sac et m'a tendu une enveloppe en papier craft. Je ne devrais pas faire ça, a-t-elle dit à voix basse, en jetant un coup d'œil autour d'elle. Mais je veux que tu l'aies au cas où ils essaieraient de te faire douter de toi-même à nouveau. Je l'ai prise, les mains fermes. À l'intérieur se trouvait le rapport complet de l'imagerie, signé, tamponné, daté. Les notes du radiologue étaient soulignées, masse compatible avec un schéma de croissance prolongée, comprimant probablement les structures des nerfs crâniens. Une intervention précoce aurait atténué la compromission neurologique. En bas, en petite écriture, il y avait une note du docteur Chen, antécédent documenté de retard de soins. La patiente présentait des symptômes clairs. Je l'ai regardée, la gorge nouée. Merci. Tu mérites mieux que du gaslighting et des murs de paperasse. Elle est partie après ça. Juste un signe de tête silencieux et une main sur mon bras. Mais l'enveloppe dans ma main pesait plus que tout ce que j'ai ramené à la maison ce soir-là. Je ne l'ai pas rouverte. Je n'en avais pas besoin. Je savais ce que cela signifiait. Ce jeudi-là, j'ai rencontré une avocate spécialisée en droit civil, maître Anna Richter, la quarantaine, voix douce, yeux perçants. Son bureau sentait les dossiers parfumés au citron et un optimisme prudent. Nous avons tout passé en revue, les scanners, les dates, les enregistrements, ma chronologie, le mémo de Nor, la copie de l'imagerie. Elle a feuilleté le tout avec une grâce exercée. Puis elle m'a regardé. Ce n'est pas seulement un retard de soins. C'est de l'obstruction. Cela relève de la négligence médicale. J'ai hoché la tête. Je sais. Voulez-vous poursuivre formellement? J'ai fait une pause d'1 seconde. Oui. Plus tard dans la nuit, j'ai dîné à la même table que d'habitude. Marina a passé le sel. Mon père a commenté la météo de mars, son imprévisibilité. Ils n'ont pas posé de questions sur ma santé, n'ont pas mentionné Nor, ont fait comme si les fondations ne s'effondraient pas sous leurs pieds. J'ai joué le jeu. J'ai souri, hoché la tête, posé des questions sur le week-end. Mais quelque chose avait changé. La façon dont je me tenais plus droite, la façon dont je les regardais dans les yeux, la façon dont je ne tressaillais plus quand le silence remplissait la pièce. Je n'en avais plus peur parce que maintenant je comprenais sa forme. Le silence n'était pas neutre. Il était complice. Quand ils se sont retirés pour leur routine nocturne télévision, 20, défilement sur des appareils séparés, je suis retourné dans ma chambre. J'ai ouvert mon ordinateur portable, vérifié chaque fichier, téléchargé la version finale de la plainte. Mes mains ne tremblaient pas. J'ai survolé le bouton au soumettre pendant une seule inspiration.
Puis j'ai cliqué. L'écran s'est rafraîchi. Confirmation. Déposé. Documenté. Officiel. J'ai refermé le couvercle, me suis penché en arrière dans ma chaise et j'ai chuchoté au silence. Vous pensiez que le silence était une protection. Voyons comment il vous défend maintenant. Le mardi matin suivant, je pliais les reçus de mon dernier rendez-vous dans mon agenda lorsque la télévision a attiré mon attention. Le volume était bas, à peine au-dessus du bourdonnement du chauffage. Mais les mots qui défilaient sur l'écran ont frappé plus fort que n'importe quel cri. Prochainement dans Au cœur de la famille, un couple courageux aide sa fille à surmonter l'anxiété liée à la santé avec un amour vache. Je me suis figé, les doigts serrant toujours un reçu. La bande-annonce a défilé. Ils étaient là. Marina, prête pour la caméra dans son chemisier lavande-signature, souriait crispement assise à côté de Griffin, dont la voix portait la même supériorité désinvolte dont je me souvenais de chaque dîner de fête inconfortable. Je ne dis pas que la parentalité est facile, gloussait-il. Mais parfois, l'amour signifie dire « ça suffit ». On ne peut pas laisser la peur gouverner un foyer. Puis Marina, avec un hochement de tête faussement doux. Nous avons aidé notre fille à surmonter l'anxiété médicale par la structure, par les limites, en refusant de valider l'hystérie. Je n'ai réalisé que je m'étais levé que lorsque ma chaise a raclé le sol derrière moi. Ma poitrine était vide. L'air était soudainement plus épais qu'il ne l'avait été un instant auparavant. J'ai complètement baissé le volume. Je n'avais pas besoin d'en entendre plus. J'avais entendu assez de mensonges pour les reconnaître à n'importe quel volume. Il ne se contentait plus de me discréditer à huis clos. Maintenant, il l'emballait pour la diffusion, utilisant mon traumatisme comme une opportunité de marketing familial. En milieu d'après-midi, le clip avait fait le tour en ligne. Ma cousine Norm m'a envoyé une version enregistrée de l'écran avec 3 mots, il persiste et signe. Je n'ai pas répondu immédiatement. Je ne pouvais pas. À la place, j'ai appelé le docteur Chen. Il a décroché après 2 sonneries. Je l'ai vu, a-t-il dit avant même que je puisse me présenter. Ne parlez pas à la presse. Nous allons nous en occuper. Je ne vais pas passer à la télé, ai-je dit. Mais je ne vais pas rester silencieuse non plus. Il est resté silencieux un instant, puis a compris. Ce soir-là, dans un coin tranquille du bureau de Rena, je l'ai regardé faire glisser une enveloppe scellée sur la table. Pas d'adresse de retour, a-t-elle dit. On nous a dit de la livrer directement au producteur. Je l'ai ouverte. À l'intérieur, il y avait tout, propre et précis. Une copie de mes scanners, une lettre notariée du docteur Chen décrivant la chronologie des symptômes ignorés, mon enregistrement vocal original, des captures d'écran des rejets de rendez-vous, la plainte légale formelle. Nous ne divulguons rien, a ajouté Rena. Nous corrigeons le récit. À 10h30 le lendemain matin, le segment de l'émission a été retiré. Une courte déclaration est apparue sur leur page de réseaux sociaux à midi, en raison de nouvelles informations concernant le contenu de notre prochain épisode, nous avons choisi d'annuler le segment. Nous restons engagés envers des histoires qui s'alignent sur la vérité, la dignité et l'intégrité médicale. Le soir, leur sponsor corporatif avait commencé à se retirer. L'équipe de production a publié des excuses complémentaires, non pas à mon nom, mais à ceux dont les expériences ont été déformées dans la préparation de cette émission. Marina et Griffin ont disparu des médias presque instantanément. Pour la première fois depuis des mois, je n'avais pas l'impression d'être l'invisible. Et pourtant, je n'ai pas jubilé. Je n'ai pas posté de capture d'écran ni ne me suis précipité pour des interviews. Je n'ai même pas répondu aux dizaines de messages que Norm a transférés de parents éloignés. Certains s'excusant, d'autres continuant à cracher le déni. À la place, j'ai écrit. Ce jeudi-là, j'ai publié une lettre ouverte en ligne intitulée « Je ne simulais pas ». Ce n'était pas Tapa accent grave-l'œil, juste ma voix avec mes mots. Je n'ai pas cité de nom. Je n'en avais pas besoin. J'ai décrit la lente douleur d'être décrédibilisé, l'érosion de l'estime de soi quand votre corps crie et que les personnes censées vous protéger se bouchent les oreilles. J'ai expliqué ce que cela signifiait de grandir en apprenant que la maladie équivaut à la faiblesse, que l'aide est conditionnelle, et que le silence est plus sûr que la vérité jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. En 2 jours, elle avait plus de 70 000 partages. Des jeunes m'ont envoyé leurs propres extraits de journal. Des parents ont écrit qu'ils avaient réévalué la façon dont ils avaient géré les craintes de santé de leurs enfants. Quelques infirmières et thérapeutes m'ont contacté, me remerciant de les avoir aidés à voir les signes qu'ils avaient manqués.
Je n'ai pas répondu à tout le monde. Je ne le pouvais pas, mais j'ai lu chacun d'eux, souvent avec des mains tremblantes. Ce n'était pas la vengeance que je voulais. C'était la reconnaissance. Et maintenant, je l'avais. Une semaine plus tard, je me tenais devant la maison 24, le même bungalow à la porte verte où une inconnue m'avait autrefois glissé un mot qui avait commencé toute cette seconde vie. Dans mes mains, il y avait un dossier. À l'intérieur, des plans, une proposition, la lettre d'approbation officielle pour une nouvelle organisation à but non lucratif, conçue pour soutenir les jeunes qui s'étaient vus refuser des soins médicaux par leur famille, intentionnellement ou par négligence. Nous l'appelions la Fondation Seconde Voie, parce que pour des gens comme moi, la première voie était souvent rejetée, et parfois la seconde vous sauve la vie. Les chaises pliantes étaient disposées en rangées soignées sous la faible lueur ambrée des lumières du plafond. Chaque siège contenait un simple programme triptyque imprimé sur du papier cartonné ivoire épais avec une police à empattement anthracite qui disait « Événement de lancement de la Fondation Seconde Voie ». Sous le titre, une seule ligne en écriture plus douce, pour ceux à qui l'on a dit que c'était juste dans leur tête. Je me tenais en coulisses, les paumes reposant doucement sur le bord du podium. Mes notes étaient soigneusement agrafées, à peine froissées malgré le nombre de fois où je les avais parcourues. Je respirais lentement, par le nez, par la bouche. Chaque souffle m'ancrant dans le moment, non pas répété, non pas étudié, juste présent. Rena a ajusté le microphone pour la dernière fois, ses yeux scrutant mon visage comme un miroir, offrant un encouragement silencieux. Elle n'a rien dit, mais le signe de tête qu'elle m'a fait avait plus de poids que n'importe quel mot. Nor était déjà assise au deuxième rang, sa posture calme, les mains délicatement jointes sur ses genoux, son expression d'une sorte de concentration stable. Elle semblait plus âgée que lorsque je l'avais rencontrée pour la première fois. Peut-être pas en âge, mais en vérité. Il y avait maintenant en elle une maturité tranquille qui ne vient qu'en survivant à quelque chose tout en choisissant encore la douceur. Elle n'était pas la seule à avoir grandi. Moi aussi. Cela ne faisait qu'1 an, mais j'avais l'impression d'avoir passé une vie à lâcher prise, à me dépouiller de ce qui n'appartenait pas. Une année à désapprendre à me faire petite et à réapprendre à me tenir debout, non seulement physiquement, mais émotionnellement, légalement, spirituellement. Le procès s'était réglé discrètement en juillet. Pas de caméra, pas de tribunaux, pas d'acte final pour tout ranger. Mon avocat, de son ton habituellement sec, avait qualifié cela de « résultat décisif ». Leur équipe juridique, sans surprise, l'avait qualifié de « malentendu familial regrettable ». L'indemnisation a couvert le reste de mes frais médicaux et les coûts de lancement de l'organisation à but non lucratif. Dépôt des statuts, licence, frais généraux de départ. Ce n'était pas de l'argent pour acheter mon silence. C'était un capital de départ. Et je refusais de le laisser être présenté comme autre chose. Je n'avais pas assisté à la médiation finale. J'avais fait le choix de ne pas assister à une autre conversation où la vérité était traitée comme quelque chose de négociable. Je ne voulais pas être dans une autre pièce où le mot « intégrité » signifiait quelque chose de différent selon qui parlait. Il n'y a eu aucune excuse, pas un seul appel, lettre ou message de leur part depuis le jour où le segment a été retiré de l'antenne. Il y a des mois, leur avocat a envoyé un courriel stérile d'une seule phrase, « Ils ont fait ce qu'ils croyaient juste ». Je n'ai jamais répondu, non pas parce que je n'avais rien à dire, mais parce que je savais que le dire leur donnerait une clôture qu'ils n'avaient pas méritée. J'avais cessé de jouer le deuil pour des gens qui ne venaient que pour en faire l'audit. Maintenant, je vivais seul dans un petit studio ensoleillé à quelques pâtés de maisons du centre-ville de Boulder. L'ascenseur fonctionnait rarement et les fenêtres ne fermaient pas complètement, alors la brise d'hiver entrait comme une locataire, mais c'était à moi, calme, sans prétention, sur un endroit où le bruit des pas devant la porte ne me coupait pas le souffle. Mon oreille gauche était perdue, fonctionnellement du moins. Les médecins appelaient cela une perte auditive profonde, ce qui était leur manière polie de dire irréversible. Le léger vertige allait et venait encore par vagues, surtout si je me levais trop vite ou tournais trop brusquement. Mais j'avais appris le rythme du déséquilibre, appris à m'asseoir avec lui au lieu de me raidir. Plus important encore, j'avais arrêté de cacher la façon dont il remodelait ma vie. Ce soir en était la preuve. Le lancement de la Fondation Seconde Voie n'était pas seulement une étape importante. C'était une déclaration que je n'allais pas continuer à survivre en secret, que mon histoire et les histoires de femmes comme moi comptaient assez pour leur construire un foyer dans le monde. J'ai jeté un coup d'œil derrière le rideau une fois de plus. Au premier rang était assise une femme aux cheveux argentés mi-longs. Elle a légèrement levé la main quand elle m'a vu, offrant un petit signe.
Maison 24. C'est ainsi qu'elle avait appelé le refuge lorsqu'elle s'était présentée la nuit où elle s'était assise à côté de moi en silence, à l'époque où le monde semblait inhabitable. Je ne connaissais toujours pas son nom. Elle n'avait jamais demandé de remerciement. Elle était simplement là, alors et maintenant. J'ai croisé le regard de Nord. Elle m'a fait 2 pouces levés exagérés et un large sourire qui a desserré ma poitrine. J'ai souri en retour, l'air trouvant enfin son chemin à nouveau. Un bénévole m'a tendu un verre d'eau. Je l'ai accepté d'un signe de tête silencieux, j'ai pris une petite gorgée, puis je me suis avancé juste au moment où les lumières se sont tamisées. Il n'y avait pas de musique, pas de fanfare mise en scène, juste le silence, et moi. Je me suis dirigé vers le podium et je n'ai pas lu le discours complet que j'avais écrit. Les fiches étaient là, agrafées et prêtes, mais je les ai à peine regardées. Ma voix savait où elle devait aller. Je ne suis pas une survivante parce que je me suis battue, ai-je dit, chaque mot clair dans le silence. Je suis une survivante parce que j'ai arrêté d'attendre la permission d'exister. C'était tout. C'était tout. La salle n'a pas éclaté en applaudissements tout de suite. À la place, un long silence sacré nous a tous maintenus en place. Et puis progressivement, un par un, les gens dans la salle se sont levés. Pas pour le spectacle, pas par politesse, mais par reconnaissance, compréhension, solidarité. Je n'ai pas pleuré. Je n'en avais pas besoin. Le moment était déjà complet. Alors que je retournais à ma place, Nord s'est penché vers moi et a chuchoté, « Tu as toujours été destiné à faire ça. » Plus tard cette semaine-là, j'ai fait un court voyage seul. Juste un déjeuner à emporter, un journal et un sac à dos usé. Je me suis garé près d'un sentier que je n'avais pas parcouru depuis mon adolescence. Celui qui serpentait à travers les collines au nord de la ville et se terminait à un lac si calme qu'il semblait autrefois un secret. À l'époque, je venais ici à vélo après l'école, avant que le bruit ne commence, avant que le monde ne commence à distribuer des cicatrices comme si c'était des souvenirs. J'ai atteint le lac en milieu d'après-midi. La brise était fraîche mais douce. L'eau scintillait sous un ciel qui ne semblait pas se souvenir de ce que j'avais survécu. Je suis resté longtemps au bord de l'eau. La cicatrice derrière mon oreille gauche a pris le vent. J'ai levé la main, le bout des doigts effleurant la peau. Elle était lisse maintenant, plus un souvenir qu'une blessure. Je n'ai pas pensé aux salles d'audience, aux talk-shows ou à l'écho des machines de diagnostic. J'ai pensé au silence, celui que je remplissais d'excuses et de doutes, et à la voix que j'avais fait grandir à sa place. Une voix qui n'avait pas besoin d'être forte pour être vraie. Une voix que je vivais maintenant à voix haute. Je porte toujours la blessure, mais ce n'est plus elle qui raconte l'histoire. C'est moi. Parfois, les personnes qui sont censées nous protéger deviennent celles dont nous avons besoin de protection. Et quand la vérité est ignorée assez longtemps, elle ne disparaît pas. Elle devient plus forte, plus tranchante, indéniable. Avez-vous déjà été rejeté lorsque vous essayez de dire votre vérité ou vous a-t-on dit que votre douleur n'était que dans votre tête? Partagez votre expérience dans les commentaires. J'adorerais savoir comment vous avez trouvé votre voix. Si cette histoire a résonné en vous, n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires de la vie réelle qui révèlent les batailles silencieuses derrière les portes closes. Votre histoire pourrait être